Merci Nantes. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ce soir devant vous pour vous présenter cette conférence sur les poisons. Alors, je suis donc chimiste. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Césame, on vient de vous le dire. Et dans un laboratoire de chimie, il y a énormément de disciplines différentes. La chimie, c'est très, très vaste. Et en particulier, moi, mon domaine de recherche, c'est l'interaction entre la lumière et la matière. On est très, très loin des poisons. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à travailler d'arrache-pied pour préparer cette conférence, à lire des articles que j'aurais jamais lus normalement, pour me pencher sur cette thématique-là? Eh bien, c'est la fascination. Je suis absolument fasciné par les poisons. Je ne sais pas vous comment vous vous sentez par rapport à ça, mais moi, quand il y a un fait divers, à un moment donné, s'il y a un empoisonnement qui est dans l'histoire, ça va me sembler plus malveillant, plus inquiétant, plus abject, d'accord ? Et je vais avoir envie de savoir, c'était quoi le poison ? T'as vu ce que c'était ? On va en discuter entre nous parce qu'on est des geeks, les chimistes. Et puis finalement, on en revient à la même question. Pourquoi est-on fasciné comme ça, à ce moment-là, par les poisons ? Alors évidemment, pourquoi ? Moi, j'ai ma théorie, c'est parce que déjà, l'histoire de l'humanité et l'histoire des poisons, c'est la même. On empoisonne depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et d'ailleurs, vous avez ici cette image du suicide de Platon, qui n'était pas... oh là là, l'erreur, de Socrate. Le suicide de Socrate, qui a été condamné au suicide par un tribunal. Donc, histoire, j'ai choisi Socrate, j'aurais pu en choisir bien d'autres, Cléopâtre, etc. Et puis aussi, bien sûr, le fait que le poison se cache partout et sous des formes totalement anodines. Regardez là, on a une petite fleur toute mignonne, ça c'est la grande ciguë, c'est ça qui a emporté Socrate. Là, des petites graines qu'on piquerait volontiers à l'apéritif. Attention, ça, c'est des graines de ricin, c'est une des toxines les plus puissantes qui existent au monde. Et là, vous avez aussi les fameuses grenouilles d'Androbates en Amérique centrale, dont la peau est enduite d'une puissante toxine. Bref, vous l'aurez compris, tout ça, ça n'est rien par rapport à ce que j'appelle la foudroyance. Ne cherchez pas, le mot n'existe pas. Je l'ai inventé spécialement pour la Nuit blanche des chercheurs de cette année. La foudroyance, ce que j'appellerais comme ça, c'est à quel point c'est efficace. C'est dingue. Regardez, vous avez ici, j'avais peur que vous ne me croyiez pas, 1 à 2 milliardièmes de grammes par kilo d'humain suffisent à mettre cet humain sur le flanc. Si vous me prenez moi, ça veut dire qu'il faut entre 70 et 100 nanogrammes de toxines botuliques pour m'éliminer. Alors, ce n'est pas beaucoup. Vous connaissez mon poids. Félicitations. Maintenant, cette histoire de poison, si vous voulez, mon but, ce n'est pas de vous effrayer ce soir, pas du tout, au contraire. C'est plutôt de vous raconter, de rationaliser. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette conférence, c'est parce que j'avais justement envie de comprendre pourquoi ça marche, comment ça se fait que ce soit si efficace. Alors du coup, on commence naturellement par le père de la toxicologie. Vous avez son nom complet ici, Philippus Theophrastus Aureolus Bombas von Hohenheim, qui a dit, pour ceux qui ont besoin de la VO, elle est juste ici, sinon il a dit en gros, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Et ça, c'est une phrase géniale. On est au XVIe siècle. Ce monsieur-là avait déjà tout compris, parce qu'effectivement, on peut s'empoisonner avec de l'eau. Il y a des doses létales pour absolument tout. Par exemple, l'eau dont je viens de parler, si je bois 6 litres d'eau en moins de 2 heures, ce qui serait évidemment pas très facile, je peux très bien finir à l'hôpital et probablement en décéder. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit. Vous avez tous été chez le docteur, il vous a tous dit au moins une fois, ou chez le pharmacien en tout cas, attention, ne dépassez pas la dose de 1 gramme de paracétamol toutes les 6 heures. Il a raison, ou elle a raison, parce qu'effectivement, si vous dépassez cette dose, le bénéfice apporté par le paracétamol est largement dépassé par le côté toxique du paracétamol qui va venir notamment jouer sur votre foie. Voilà. Alors, du coup, on est d'accord qu'un médicament peut se comporter comme un poison. Et alors, est-ce qu'un poison peut devenir un médicament ? Ça, c'est la grande question à laquelle on va répondre ensemble. Et la réponse est oui, spoiler. Mais il n'y a personne qui pourrait mieux vous en parler que Benvenuto Cellini. Ce monsieur-là, c'est un artiste de la Renaissance qui est connu pour son talent très 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 marqué, c'est un très très grand peintre, très très grand sculpteur. Par contre, c'est aussi un osseur, un fêtard, un débauché, hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Il fréquente les bordels, etc., les prostituées. Arrive ce qui doit arriver à tous les gens qui mènent une vie de bâton de chaise à l'époque.
à savoir il attrape la maladie vénérienne du moment qui s'appelle la syphilis. La syphilis, c'est une maladie vraiment très grave. C'est une maladie en plusieurs stades. D'abord des éruptions cutanées, mais le troisième stade, je crois, de la maladie, c'est des lésions cérébrales. Et ces lésions cérébrales, elles vous rendent complètement dingue, en fait. On a les symptômes de la folie. Et Benvenuto Cellini, à l'âge de 21 ans seulement, est syphilitique au dernier stade. C'est-à-dire on lui prête de la mégalomanie, il est un petit peu agité du bocal, comme on dit vraiment. Et les associés qui travaillent avec lui, disons, ceux qui le payent, ceux qui l'entretiennent, se rendent compte qu'il ne produit plus grand-chose, il parle beaucoup, et finalement, il rapporterait un peu plus s'il était mort. Alors du coup, on l'invite à dîner un soir, et on empoisonne son repas avec une sauce à base de sublimé de mercure. Ça, c'est un poison très en vogue sous la Renaissance italienne. Ce poison-là, donc, vous voyez, c'est du mercure, ça s'appelle ici du chlorure mercurique. Vous avez la structure ici. Ce poison-là, il est extrêmement efficace. Seulement, voilà, la plupart des gens décèdent après une ingestion de sublimé de mercure. Alors, ils ont mis la dose, je pense, mais Cellini rentre chez lui, il est pris de vomissements, de diarrhée, il est extrêmement malade, il a tous les signes d'une intoxication violente au mercure. Et puis, il passe la nuit. Et puis, il passe la journée. Et encore une autre nuit. Et plus ça va, mais il se sent de mieux en mieux, Cellini. Il est carrément guéri. Rémission. C'est à cause du sourire, n'est-ce pas? Je suis sûr que c'est ça qui vous a fait rire. Je suis désolé. Vous comprenez à quel point je suis mauvais en dessin. Effectivement, il est guéri. Cellini a été soigné par ses empoisonneurs. C'est extraordinaire comme histoire. Il a vécu jusqu'à l'âge vénéral de 71 ans grâce à ça. Belle histoire quand même que celle-ci. Alors comment ça marche? Comment est-ce qu'on a pu soigner Cellini avec ce mercure qui est quand même, avant de soigner Cellini, il a tué beaucoup de personnes. Alors comment ça marche? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que le corps humain, notre métabolisme, et en fait celui de n'importe quel être vivant, est fondé en partie sur un élément capital. Cet élément, c'est le soufre. Si vous me prenez moi, par exemple, j'ai à peu près 140 grammes de soufre dans le corps au moment où je vous parle. Vous avez tous fait un gâteau au moins une fois dans votre vie, 140 grammes de farine, vous voyez ce que ça fait. C'est quand même pas mal. Vous pouvez le toucher. Ce n'est pas des quantités de milliardièmes de grammes comme on a vu tout à l'heure. Il y a 140 grammes à peu près de soufre dans mon corps. Et j'en ai besoin de ce soufre parce que mon métabolisme repose dessus. Alors, notamment, le soufre entre dans la composition de ces fameuses molécules qu'on appelle les molécules de la vie. Je parle des acides aminés. Là, vous avez notamment la cystéine. Alors ça, c'est un acide aminé vraiment capital. Vous voyez le bel atome de soufre ici en jaune, qui joue un rôle extrêmement important dans notre métabolisme. Je vous ai listé les rôles ici. Bon, alors, il y a des mots un peu bizarroïdes, cofacteurs, processus métabolique. Retenez juste cette chose-là qui est la plus importante. On a besoin du soufre pour que notre métabolisme tourne, tout simplement. Mais c'est là où ça devient intéressant. Le mercure adore le soufre, et le soufre adore le mercure. Une histoire d'amour extraordinaire entre le mercure et le soufre, à tel point que ça a d'ailleurs inspiré les alchimistes dans leur théorie du mariage alchimique. Ça, c'est une autre conférence. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le minerai de mercure, qui s'appelle le cinabre, est en fait du sulfure de mercure. Bref, dès que vous avez du soufre et du mercure en contact l'un avec l'autre, vous formez une liaison stable, une liaison qui est indestructible. Tout est destructible, évidemment, mais dans le corps humain, on n'arrive pas finalement à détoxifier très facilement cette liaison. Et si cette liaison se fait, la cystéine, elle ne peut plus faire son boulot. C'est terminé, elle est bloquée. Et si la cystéine est bloquée, c'est exactement la métaphore du grain de sable dans les rouages. C'est très bien huilé, ça marche super bien, le métabolisme est extraordinairement bien fait. Mais n'empêche qu'il suffit de ça pour que tout s'arrête. Alors avec ça, comment est-ce que Cellini s'en est sorti? C'est quand même mystérieux. Sauf qu'il n'y a pas que Cellini dans l'histoire. Il y a Cellini et le tréponème pâle, la bactérie qui est responsable de l'infection, qui est responsable de la syphilis. Cette bactérie, elle est très très fragile, elle ne supporte rien. Ainsi, elle aussi, elle a besoin de ces cystéines pour fonctionner, comme Cellini. Seulement voilà, c'est un combat entre le tréponème pâle et Cellini. Et qui l'a emporté? C'est Cellini qui a gagné, effectivement. Parce que le tréponème pâle, comme je vous l'ai dit, elle est très fragile. Elle n'a pas de plan B. Si j'enlève les cystéines, c'est fini. Elle ne marche plus. Donc elle meurt. Alors que Cellini,
Le corps humain est quand même un peu plus évolué, un peu plus sophistiqué que celui d'une bactérie telle que le tréponème-pâle. Et donc forcément, si le médicament ne vous tue pas, vous êtes capable de réchapper de la syphilis. Voilà cette belle histoire qui, évidemment, après, j'aurais pu vous citer des centaines et des centaines de produits qui, aujourd'hui, sont inspirés de toxines naturelles, comme par exemple le Taxol, qui est un anticancéreux extrêmement utilisé, la morphine, que je ne vous présente pas, qui est un analgésique puissant et qui est inspiré, qui vient des graines de pavot. Vous avez l'hypérite et les moutardes azotées qui ont été utilisées comme gaz de combat. Là, on est moins dans le produit naturel. Je ne passais pas bio, ça. Donc les gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale qui ont donné naissance à ce produit qui est également utilisé dans la lutte contre le cancer. Et puis des anesthésies possibles avec les dérivés du curare, ici, donc la tubarine, qui est abandonnée car on avait un peu de mal à réveiller les gens qu'on avait endormis. Mais s'il y a bien un poison dont je vais vous parler ce soir, et je ne veux pas vous laisser, il me reste encore un peu de temps, ça va, je ne peux pas ne pas vous parler de l'arsenic parce que c'est mon poison préféré. Pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il a un petit nom que je trouve génial. On l'appelait à l'époque le poison de succession. Alors, bon, vous avez vite compris à quoi ça servait. On avait besoin d'hériter un peu plus vite de mamie. Allez, hop, c'est parti. On lui met un peu de poudre dans la tisane, et puis c'est terminé. Bon, c'était horrible, mais le fait est que c'était indécelable à une certaine époque. Parce que l'arsenic, déjà, est d'une... Vous pouvez vous en trouver n'importe où. Bon, alors c'est vrai que là, j'ai une slide en plus où on vous montre des grands empoisonneurs et empoisonneuses. Tiens, c'est vrai que je réalise que j'ai pris que des empoisonneuses, mais il y a aussi des empoisonneurs. Il y a eu Catherine de Médicis, qui a carrément apporté la mode de l'empoisonnement en France. Il y a eu Marianne Cotton, qui est une tueuse en série redoutable, qui a tué quasiment 25 personnes, je crois, au Royaume-Uni. Elle a été pendue. Et Marie Bénard, notre célèbre empoisonneuse de Loudun, qui a été acquittée, elle, alors qu'on a quand même retrouvé des doses d'arsenic plus de 50 fois supérieures à la normale dans les corps de tous les membres de sa famille qu'elle a empoisonnés. Bon, elle a été acquittée, tant mieux pour elle. Donc oui, ce que je vous disais, c'était pourquoi est-ce que c'est si populaire l'arsenic ? Parce que jusqu'à la moitié du XXe siècle, on pouvait s'en acheter sans ordonnance n'importe où, dans n'importe quelle pharmacie. Et en plus, quelqu'un qui se fait intoxiquer à l'arsenic, il a mal au ventre, il vomit, on dirait une grosse gastro, une hépatite, une pancréatite qui tourne mal. Bon, alors quand on ne cherche pas l'arsenic, on ne le trouve pas, il est mort. Voilà. Bon, c'est dommage. Bon, ça nous arrange ? Oui, mais ce n'est pas ma faute. Bon, c'est comme ça que pendant longtemps, l'arsenic a donc été le roi des poisons, jusqu'à ce qu'un chimiste anglais, qui s'appelait Marsh, ait mis au point un système pour le détecter, pour le déceler, pour le doser dans le métabolisme. Alors, comment ça marche, ce poison-là ? C'est fascinant, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Ce poison, avant de vous en parler, il faut que je vous raconte une chose tout aussi fascinante. Comment ça marche, nos cellules, finalement, notre métabolisme ? On a besoin d'énergie. Quand on est fatigué, on dit qu'on est en manque d'énergie, on va manger un peu de chocolat, ça va mieux, etc. Bon, on respire. Tout ça, c'est de l'énergie, c'est bien de l'oxygène, c'est bien du sucre. Mais qu'est-ce que ça devient, tout ça ? Qu'est-ce que ça devient ? Ça finit là-dedans. Ça fait 2 micromètres, ça s'appelle une mitochondrie. Dans toutes nos cellules, il y en a au moins une. Et ça, c'est nos usines nucléaires à nous. Notre métabolisme, il fonctionne grâce à ces mitochondries. Du coup, alors il fait à peu près 50 degrés ici, à côté d'une mitochondrie, pour vous dire à quel point ça turbine à l'intérieur. Et comment ça marche ? Des réactions chimiques. Plein de réactions chimiques extrêmement efficaces qui font notamment intervenir cette molécule-là. Bon, c'est pareil, je vous montre des structures moléculaires, je suis chimiste, je ne peux pas m'en empêcher, il faut m'excuser. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce bel atome ici, en jaune. C'est du phosphore. Ça, le phosphore, c'est pareil, c'est un peu comme le soufre, c'est très utile dans notre métabolisme, c'est vraiment l'atome dont on se sert pour faire de l'énergie dans notre corps. Alors, un peu de chimie encore, on se rend compte dans la classification du système périodique que le phosphore et l'arsenic sont dans la même colonne, ils sont l'un en dessous de l'autre. Ça, pour un chimiste, ça veut dire qu'en gros, ils vont avoir les mêmes propriétés chimiques. Ça, c'est intéressant parce que, regardez, si on prend un exemple, alors c'est juste un petit bout de la longue chaîne de réactions qui vous permet de produire l'énergie dans votre mitochondrie et donc dans votre corps.
Une réaction entre le glycéraldéhyde 3-phosphate et un phosphate ici, qui vous donne le 1,3-bisphosphinoglycérate. Oui, en Scrabble, on est très très fort en chimie. Vous avez 2 atomes de phosphore sur la molécule, ici et là. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets de l'arsenic? Donc, comme je vous dis, c'est un cycle qui aboutit à la production d'énergie. Si maintenant je remplace le phosphore par l'arsenic, tout se passe de la même manière. On forme non plus un phosphate, mais un arséniate. Et l'arséniate va venir se connecter sur le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ok, très bien, pas de problème. Sauf que si, gros problème, parce que cette molécule-là est instable. On revient, on retourne en arrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à faire de l'énergie, ça veut dire globalement qu'on éteint le métabolisme de la mitochondrie. Fascinant, on vient d'appuyer sur un bouton pour éteindre la mitochondrie. Alors évidemment, ça c'est le côté poison. Comment ça peut nous être utile? Il y a plein de cas où éteindre le métabolisme, ça peut être utile. Par exemple, dans le cas de la syphilis. Et Paul Ehrlich, le père de la chimiothérapie, l'avait bien compris. Il a mis au point un médicament qui s'appelle le Salvarsan, à base d'arsenic, et qui a permis de soigner des dizaines de milliers de personnes qui étaient infectées par la syphilis. De la même manière, la syphilis, elle n'a aucune chance de résister face à l'arsenic, alors que notre corps, à nous, on n'est pas bien, c'est sûr, c'est du poison quand même, mais on va s'en sortir. Mais là où c'est vraiment génial, là où j'ai vraiment, et c'est là-dessus que je vais conclure, l'arsenic, c'est un peu un couteau suisse. Bien sûr, il interfère avec les biochimies du phosphore, mais pas que. Lui aussi, comme le mercure, il est capable d'interférer avec les soufres, des atomes de soufre, des cystéines. Et c'est là que ça devient vraiment génial comme histoire, parce que, c'est une belle histoire. Elle commence mal, parce qu'on va parler de leucémie, cancer qui touche surtout les enfants. Et cette leucémie, c'est la leucémie promyélocitaire aiguë. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un promyélocyte? C'est une petite cellule, c'est un bébé cellule. C'est un bébé cellule dans la moelle osseuse, une cellule qui n'est pas encore différenciée, qui n'a pas encore décidé de son destin. Et en fait, il y a une grosse protéine qui s'appelle la RARA, qui va aider le promyélocyte à devenir un neutrophile, ce qu'on appelle donc un globule blanc. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Petit problème. Alors, permettez-moi, peut-être pour simplifier un peu, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, je représente la protéine RARA par ces 2 ovales, comme ceci, d'accord? Il se produit à un moment donné, dans un corps qui va tomber malade, une anomalie génétique. Cette anomalie, ça s'appelle une translocation, et elle va entraîner une anomalie au niveau de cette protéine. Elle va faire associer la protéine RARA avec une autre protéine, qui s'appelle la PML, pour former une oncoprotéine, qui s'appelle la PML RARA. Bon, pour l'instant, je vous ai un peu embêté avec plein de mots un petit peu casse-pieds. La PML RARA, ici, elle va empêcher en fait la protéine RARA de faire son boulot, ce qui veut dire que le promyélocyte ne deviendra jamais un neutrophile. Et comme il ne devient jamais un neutrophile, les promyélocytes commencent à s'accumuler. Et ils commencent à sortir du sang, à sortir de la moelle osseuse et à s'accumuler dans le sang et à étouffer le sang. C'est un processus un petit peu d'empoisonnement. Notre propre corps s'empoisonne avec ses propres cellules. Donc c'est là, c'est quand on voit une telle prolifération que l'on sait que le patient est frappé par la leucémie promyélocitaire aiguë. Donc pour résumer, vous avez la protéine RARA et la PML, 2 protéines inoffensives qui s'associent pour former une protéine extrêmement nocive. Que fait l'arsenic dans cette histoire? Rappelez-vous, il aime le soufre, lui aussi. Et naturellement, il y a des cystéines partout sur RARA et sur PML. Donc il y en a encore plus sur PML RARA. PML RARA, elle est bourrée de cystéines, elle est bourrée d'atomes de soufre partout, partout, partout. Donc, dès que l'arsenic voit PML RARA, il se jette dessus. Il se jette dessus, voilà. L'animation était plus chiadée normalement, excusez-moi, voilà. Et à ce moment-là, la protéine qui était passée totalement sous le radar des agents de sécurité du métabolisme, le protéasome, ça s'appelle. Le protéasome, il ne voyait rien, il disait ouais, tout va bien, nickel, tout va bien, tout se passe bien. On est en train d'empoisonner le sang, mais moi je vois rien. Non, c'est normal. Tout à coup, il repère la protéine l'oncoprotéine parce qu'elle se fait dénaturer par l'arsenic. Et c'est ciblé, c'est-à-dire que l'arsenic vient frapper surtout cette protéine.
forcément, élimination de l'oncoprotéine et restauration d'un métabolisme ordinaire. On soigne 90% des malades grâce à l'arsenic aujourd'hui. Alors évidemment, la recherche continue pour sauver les 10% qui résistent encore à ce traitement, parce qu'il est aujourd'hui évidemment impossible d'imaginer voir mourir un enfant. Voilà, j'ai terminé. Je me dépêche de conclure en vous disant que le monde du poison est fascinant, évidemment. Inventé au départ pour se défendre, pour les organismes les plus faibles. Il a été détourné par les humains pour d'autres applications, toujours dans le but de résister. Là, résister à une agression. Ici, comment résister à l'envie d'empoisonner quelqu'un qui est sur notre chemin. Vous avez des collègues au bureau que vous n'aimez pas. Ouais, c'est tentant. Allez, un petit coup d'arsenic. Oh, une gastro qui tourne mal. Bon, voilà. Et comment résister au plaisir de rester jeune toute une vie jusqu'à la fin des temps en s'injectant quelques toxines botuliques par-ci, par-là. Je voulais mettre Jack Lang, mais on ne m'a pas laissé faire. J'ai terminé ma présentation. Je voudrais remercier infiniment le professeur Hugues Deté. C'est grâce à lui que j'en ai appris autant sur le leucémie premier lycété aigu, et c'est une des personnes qui a le plus travaillé sur ce domaine pour soigner tous les enfants malades. Je voudrais aussi vous donner ici de la bonne littérature à lire sur les poisons. C'est absolument passionnant. Je vous remercie énormément pour votre écoute, et vous n'avez pas le temps de poser des questions, je crois. Merci beaucoup Yann. Alors, après une présentation aussi intense et aussi intéressante, ce serait dommage de ne pas prendre au moins une question. Yann, on te demandera d'être bref sur les réponses. Pas de problème. Pendant que le micro passe dans la salle, si quelqu'un lève la main, j'ai une question pour toi, c'est pour un ami. Est-ce qu'il existe un poison parfait ? Alors, bonne question. Non. Oui, probablement, il existe un poison parfait. Par contre, il n'y a pas d'empoisonneur ou d'empoisonneuse parfaite ou parfaite. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour se faire prendre. Mais le poison parfait, ce qui est effrayant, et je finis très vite, c'est que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, y compris des médecins, et tous avaient un avis. Tout le monde y a pensé. C'est horrible, non ? Quand on y pense, tout le monde sait, tout le monde a son petit poison. C'est horrible. Voilà. Très bien, merci. Une question dans la salle, très rapidement ? Non. Je vous invite à poser des questions à Yann si vous le croisez dans Stéréolux par ailleurs.